Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Guirec Hamon, qui n'a aucune parenté avec votre serviteur. Il est référent Jeunes Horizons des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Voilà, alors je disais pour la compréhension, nous avons le même patronyme, mais il y a beaucoup de hameaux en Bretagne, il faut bien le dire. On va parler de politique ce matin et de Édouard Philippe, évidemment. On le voit beaucoup, Édouard Philippe, en cette rentrée. Déjà, l'homme le mieux à même de rassembler la droite et le centre, dit-on, en tout cas ce sont les sondages qui le disent, loin devant ses principaux poursuivants, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Xavier Bertrand. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il est capable, Édouard Philippe, de réunir cette droite et ce centre? Oui. Voilà, au moins voilà. c'est clair. Oui, mais je crois que les sondages le présentent comme étant devant, entre guillemets. Mais je crois qu'il faut rester réaliste et prudent surtout. Et je crois qu'il l'a montré. C'est-à-dire que dans ce brouhaha permanent, il y a une voix posée qui, de temps en temps, revient à l'antenne, à la radio ou à la télévision, et s'il est devant, ça voudrait dire quelque chose. C'est qu'on l'écoute. Et sur des sujets, parfois, qui ne sont pas dans l'actualité, mais il et le Parti Horizon les traitent, et dans les Côtes-d'Armor aussi, puisqu'on a une bonne équipe, menée par Karine Guguin, voilà, la déléguée départementale, et on a une bonne équipe de jeunes aussi, et sur ces sujets-là, on travaille, peut-être dans l'ombre, mais en tout cas, on travaille pour quelque chose de solide. Donc, dans les sondages devant les autres, oui. Et il faut que ça continue et il faut rendre honneur justement à ce travail-là. Avec un livre qui sort d'ailleurs mercredi, dans quelques jours, des lieux qui disent chez Lattès, livre attendu, d'autant que, vous le disiez, la parole d'Édouard Philippe est rare. Oui, mais c'est la même chose, ça fait partie d'un je ne vais pas dire d'un programme, mais ça fait partie d'une idée qui est développée, qui est sur plusieurs sujets, et celui-ci, d'ailleurs le titre appelle une certaine curiosité. Et là encore, c'est en toute humilité, puisqu'il a exercé des fonctions, et comment exercer le pouvoir, c'est aussi y résister. Alors je ne sais plus qui l'a dit, enfin il l'a exercé, il y a résisté puisqu'il a ensuite démissionné ou proposé sa démission au président de la République. Donc il a une certaine expérience, il est revenu en tant que maire, et finalement c'est au contact de tout à chacun, on dirait les Françaises et les Français, en tout cas au contact des gens. Et c'est finalement tout ça, des lieux qui disent, voilà, mais qui disent quoi? Et je crois qu'il faudrait ouvrir le livre pour ensuite en rediscuter ensuite. Voilà, on va l'ouvrir, croyez-moi, le livre. Alors, l'arrivée d'Édouard Philippe, ou le retour, allais-je dire, d'Édouard Philippe, donc ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, alors justement, est-ce que ça augure d'une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, ou au contraire d'une continuité? Alors, rupture, continuité, alors vous n'allez pas me faire dire le changement dans la continuité. Non, c'était pas le but du jeu. Mais rupture, non. Changement de méthode, probablement. Sinon, il serait dans la majorité. Enfin, dans la majorité, j'entends dans le parti présidentiel. Il y a une autre voie qui s'ouvre, une voie que, visiblement, on a envie d'entendre, on a envie d'écouter, une voie dont on est curieux, mais ce n'est pas une logique de rupture de façade. C'est pas une logique de j'ai su ce qu'était l'intérieur, enfin l'intérieur, je veux dire, l'intérieur de la machine, je veux tout changer. Non, c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mesuré. On parle aussi de raisonner. Alors la raison, c'est pas forcément la logique, on va peut-être y revenir. C'est ce que disait Victor Hugo, c'est l'alliance entre le cœur et la logique. Aujourd'hui, on entend beaucoup la logique, c'est la raison. Non. Voilà. Et c'est cette logique-là, c'est-à-dire que, enfin cette logique-là, c'est cette méthode-là de dire que, eh bien, on cherche la raison progressivement. Il n'y a pas encore tout à fait d'échéance. Il y a les européennes après, on y reviendra. On va en parler. Oui. Mais en tout cas, c'est une construction petit à petit, et dans les territoires, dans les Côtes-d'Armor aussi, on fait remonter des idées, des sujets qui sont propres aux Côtes-d'Armor. Et il y en a,
Et petit à petit, on trouve des solutions. Alors c'est discret, on n'en parle pas, mais c'est essentiel. Et c'est ça, justement, toute la logique d'Édouard Philippe. Le temps de la réflexion, on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde qui va très vite, les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, les émissions de télé, la politique. La politique va très vite aujourd'hui, loin de ce que pouvait être la politique il y a encore 20, 30, 40 ans, où on prenait encore le temps de pouvoir analyser une situation. Est-ce que pour vous, c'est dommageable, cette course effrénée à la rapidité? Je crois qu'on le voit. Il y a une certaine... comment dirais-je, on a envie du spectacle, mais à côté de ça, on s'en désole aussi. Et c'était Émile Zola, je crois, qui écrivait que, à force de semer le mensonge, et c'était pas la vilainie, c'était un autre mot, et ben on récolte le désastre, en fait. Et je pense qu'une personnalité comme Édouard Philippe, s'il est justement dans les sondages devant les autres, c'est qu'il apparaît comme raisonnable. Pas forcément mou. Ça veut pas dire raisonnable, ne veut pas dire mou. Non, mais qui se donne le temps de la réflexion finalement. Oui, mais pas un temps de la réflexion, je veux dire confortable. C'est pas quelqu'un qui fait de la boxe. Déjà si on veut être confortable, on fait autre chose que de la boxe, on peut faire du piano. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas l'embêter finalement. Mais il le dit d'ailleurs, hein. Il le dit, il met au défi quiconque de tester sa résistance physique, et bien de faire un match de boxe avec lui. Voilà, moi je suis plutôt la savate, la boxe française, mais voilà, ça c'était pour l'aparté. Aujourd'hui, il y a des grands sujets. Édouard Philippe, on le disait, se donne le temps de la réflexion, de réflexion qui n'est pas molle, on l'aura bien compris. Il s'est dit inquiet récemment concernant l'école, c'est encore d'actualité, voilà, avec cette rentrée à peine faite, et il estime, Édouard Philippe, je le cite, qu'on perd quelque chose de la cohésion nationale aujourd'hui au niveau de l'école, au niveau de l'éducation. Est-ce que aujourd'hui, justement, l'éducation, c'est le grand enjeu des années à venir? Si Édouard Philippe est porté à des responsabilités hautes, très hautes, oui, évidemment. Mais ça, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'éducation, l'école, c'est là où on apprend tout. Il y a évidemment le cercle familial, mais qu'on vienne d'un milieu défavorisé ou très aisé, on n'a pas le même capital culturel. Et l'éducation, c'est là où on a tous une base. On la renforce, c'est pas forcément évident parfois, on n'a pas tous envie d'apprendre les tables de multiplication, mais enfin, c'est quand même une première étape. Et ensuite, on peut parler de philosophie. Aujourd'hui, c'est pas à la mode de dire la philosophie, voilà, mais ça permet de réfléchir. La littérature aussi, les mathématiques pour la logique, littérature pour le cœur, etc. Donc il y a ça, il y a évidemment les grands principes par des éducations civiques, oui, pour faire nation, mais il y a, je pense, une raison, encore une fois, qu'on doit insuffler, qu'on doit cultiver à l'école. Bon, ça rentre par quel programme? Il faut voir. Il y a différentes façons de le faire, mais en tout cas, par exemple, bien écrire le français, connaître ses tables de multiplication, par exemple, etc., c'est peut-être dur, mais c'est parce que c'est dur, justement, qu'on y arrive petit à petit. Alors, on a beaucoup de sujets, on le disait alors aujourd'hui, alors on va pas tous les balayer, mais on a une France qui est quand même assez divisée, on le voit sur des grands sujets. Alors, je vais pas revenir sur l'abaya, on en a beaucoup parlé, le Conseil d'État a tranché, mais est-ce que là aussi, il va falloir prendre à bras-le-corps les problèmes sociétaux de la France, quels qu'ils soient? On a l'impression d'une France, là aussi, qui s'est très divisée. C'est-à-dire qu'on fait toujours, oui, très divisé, c'est l'apparence, mais je crois qu'en fait, il faut faire confiance aussi, alors ça peut être un peu naïf, je pense pas, c'est des grands mots, mais il faut faire confiance à l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on est tous capables de comprendre, on n'est pas plus bêtes que l'un que l'autre, on est tous nés avec les mêmes capacités, c'est-à-dire voilà, respirer et brailler de temps en temps. Et on a appris à digérer, difficilement aussi, mais on est capable de réfléchir. Et si on donne finalement aussi à cette confiance qui est donnée, et c'est ce qu'on fait nous justement dans le 22, et j'appelle les jeunes à venir nous rencontrer, parce qu'on est dans une logique très, très humble. Mais il y a cette intelligence, intelligence humaine, et cette fracture, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas insurmontable. Il faut le faire progressivement, intelligemment, et pas être dans l'émotion, puisqu'on est souvent dans l'émotion. Un discours politique aujourd'hui doit commencer par l'émotion. Donc, et dès qu'on parle un peu plus de technicité, alors il ne s'agit pas non plus de tomber dans... Alors on ne va pas parler du sexe des anges, mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir. Alors, un peu plus de pragmatisme finalement. Oui, pragmatisme, oui, mais il ne faut pas oublier les idéaux non plus, les principes. Parce que si on est toujours dans le concret, le parti Horizon,
avec un S, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on regarde au loin. Le pragmatisme, il va voir ce qu'on peut faire dans l'instant. On n'est pas là pour gérer des pénuries. On est là pour justement développer, croître, etc., savoir où on va. Est-ce qu'il faut justement réfléchir à plus long terme? Ça prolonge un peu ma question précédente, mais est-ce qu'il faut réfléchir à plus long terme? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on réfléchit sur le temps court, le temps d'une élection, le temps vraiment, véritablement court, alors qu'on peut imaginer quand même qu'il y a quelques années, la politique réfléchissait, en tout cas les hommes, les femmes politiques réfléchissaient à 10, 15, 20, 30, 50 ans pour certains d'entre eux. À plus long terme, oui, mon capitaine, mais il faut faire les deux. C'est ça qui est difficile, justement. On dit que la politique, la politique n'est pas un métier. Si, il faut savoir comment... Enfin, je pense, moi j'ai que 30 ans, je ne vais pas prétendre à avoir une connaissance encyclopédique de la politique, mais il faut savoir gérer le moment et voir plus loin. C'est pour ça qu'il faut un travail de fond. Un travail de fond, c'est rencontrer les gens, c'est ensuite théoriser si on en a envie, mais en tout cas voir des solutions pragmatiques, d'accord, mais il faut qu'elles s'inscrivent dans finalement une vision plus sur du long terme. Il ne faut pas qu'elle soit rigide non plus. Alors la vision, c'est aussi la vision européenne, parce qu'avant la présidentielle, en 2027, on a quand même les élections européennes. J'imagine que Horizon est là aussi, permettez-moi ce parallèle sportif dans les starting blocks. Est-ce que c'est le grand enjeu aussi, l'Europe, l'autre grand enjeu? Oui, évidemment, c'est un des grands... Alors je dis évidemment, mais c'est pas forcément évident. L'Europe a été beaucoup attaquée, on l'a vu. Elle est toujours attaquée, et c'est toujours la faute de l'Europe lorsqu'on veut faire payer les échecs. Et comment dire, le bénéfice, c'est toujours pour le pays. Vous parlez de starting block, oui, vous avez raison. Et là, d'ailleurs, Horizon ne cherche pas une niche. Il cherche vraiment un starting block, commencer la course. Et la course, elle se prolonge évidemment sur le plan européen. D'ailleurs, à ce titre, on reçoit à Plérin, le 29 septembre, Madame Nathalie Loiseau, qui est députée européenne, pour parler de l'ingérence étrangère. Et donc ces thèmes-là, vous voyez, c'est pas simplement l'Europe, c'est compliqué, il y a la Commission, il y a le Parlement européen, il y a le Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, il y a des commissions au Parlement, tout ça c'est compliqué. Mais finalement, quand on prend le temps, on peut comprendre. J'ai fait du droit, c'est vrai que quand on nous dit « Ah, l'Europe, c'est toujours des idéaux, etc. » Mais quand on prend le temps de regarder ce qui s'y passe, c'est pas si compliqué que ça. Quand on va au musée, il y a toujours de beaux vêtements très sophistiqués, on les admire pour ça, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a une harmonie, mais ça a pris du temps. Et parfois, il faut lutter contre des mythes qui viennent un peu arracher quelques bouts de la robe, quelques bouts du manteau. Et c'est ça, il faut les repousser. Ça continue. C'est une construction européenne. C'est pas fini. Il y a des crises qui nous permettent de nous remettre en cause, mais il ne faut pas laisser. Et c'était Mitterrand, alors voilà, quelqu'un d'Horizon qui va parler de Mitterrand, mais c'était Mitterrand qui disait le nationalisme, c'est la guerre. Bon, c'était en janvier 95, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, mais c'était notre passé et ça peut être notre avenir. Je crois qu'on a oublié que ça peut être notre avenir. Et on l'a oublié. Voilà, c'est revenu par la force des choses avec l'invasion de l'Ukraine. En tout cas la tentative d'invasion de l'Ukraine, on se rend compte que l'Europe, elle doit être là, et pendant la crise Covid aussi. Elle a eu une réalité politique à ce moment-là, finalement, l'Europe, qu'on n'avait peut-être pas saisie jusqu'alors. Elle a une réalité politique, en tout cas, oui, moi c'est une conviction, elle a une réalité politique, mais elle a surtout une utilité pour tous. La Pologne, la Hongrie, et la Bulgarie et l'Ukraine, finalement, s'il n'y avait pas eu d'Europe, ça aurait été probablement plus désordonné, ou en tout cas on serait allé voir directement le géant américain. Là, c'est pas parfait, mais enfin on voit quand même qu'il y a une évolution. Et les élections européennes de l'année prochaine, il faut aller voter. Il faut aller voter et pas forcément un vote de contestation, de principe. On a essayé celui-ci, on a essayé celui-là, pourquoi celui-là fera pas moins pire. Je pense pas qu'il fera mieux toujours. Mais enfin, à l'échelle de l'Union européenne, il y a énormément de choses qui se prennent, énormément de décisions qui se prennent. Et penser qu'un vote de contestation, s'il est compréhensible, va régler le problème de la France. Non. La voix de la France, si c'est, je vais dire les choses clairement, si c'est le Rassemblement national qui est devant, le Rassemblement national ne va pas faire avancer
la construction européenne. Et on en a besoin. Au contraire, ça va plutôt être justement le Rassemblement national, Guérec Hamon, est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe chez vous dans ce parti Horizon? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge, la montée de Rassemblement national? Est-ce que vous dites qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, on en paie un peu le coup? Ah bah oui, mais c'est d'ailleurs toute la je dirais le processus, la méthode de Horizon, c'est finalement quelle est l'offre politique? Il n'y a pas d'offre politique qui permette de contrecarrer, je dirais, les ambitions du Rassemblement national. Alors on dit on peut essayer le Rassemblement national pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans, on peut détruire beaucoup de choses, les reconstruire ensuite. Ça a demandé plus que 5 ans. On a vu aux États-Unis avec Trump, 4 ans seulement, il y a eu beaucoup de dégâts de fait. Donc je pense que la France, elle a énormément à montrer au monde, justement, qu'elle résiste à cet appel de anti-élite. Il y a une défiance, finalement. Ah oui, il y a une défiance. On le sent, on le voit, et parfois on la partage, cette défiance. Mais c'est pas un exercice évident. Je suis pas là pour dire que il faut plaindre les politiques ni quoi que ce soit, mais là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la raison. On n'est pas dans le spectacle. Chaque chose en son temps, mais c'est pas parce qu'on ne nous voit pas tout le temps qu'on ne fait rien. Non. Eh bien, en tout cas, on va suivre, vous doutez bien, ce que vous faites. Le comité local d'Horizon, donc, avec, j'imagine, les grands dossiers ici dans les Côtes-d'Armor, quels sont les dossiers du moment, par exemple, sans forcément tout dévoiler? Les dossiers du moment, il y en a plusieurs. C'est-à-dire ça, c'est qu'on a eu plusieurs intervenants d'envergure nationale qui sont venus parce qu'on tient justement, je prolonge ce que j'ai dit à l'instant, c'est qu'on tient finalement à briser cette barrière qu'on pourrait ressentir entre les électeurs et les élus. C'est que finalement, on fait venir, vous pouvez venir partager avec Nathalie Loiseau, je le répète, le 29 septembre. Voilà, le message passe. Exactement. Alors, Plérin, dans les Côtes-d'Armor, pour nos amis auditeurs un peu éloignés. Donc, c'est que, oui, voilà. Donc, c'est que ils font le déplacement, ils sont heureux de le faire. On a eu Bérangère Abba en mars pour parler de l'écologie, c'est une ancienne secrétaire d'État. On a eu Madame la sénatrice Colette Mello, pour parler du harcèlement en juin. Donc, on veut c'est pas rapprocher, mais montrer que ce sont des gens comme tout le monde qui écoutent, qui demandent à entendre. Voilà, si vous voulez, je vais faire montrer un peu les coulisses, mais pour la venue de Nathalie Loiseau, on avait prévu un certain nombre de minutes où elle parlerait, etc. Elle a dit non, je veux réduire pour écouter les gens. S'ils ont des questions, y répondre. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté de... Parlez-nous. Parlez-nous, nous on peut venir, il n'y a pas de souci. Je viens de Bruxelles, de Paris jusqu'à Plérin dans les Côtes-d'Armor. Donc c'est pareil pour Bérangère Abba, Madame Mello, Colette Mello. Donc c'est tout ça. Alors les grands sujets, c'est les sujets nationaux. Les sujets locaux, après on est toujours dans la réflexion de savoir. Les échanges sont plus éloignés, mais on y réfléchit. Alors lesquels en particulier, il faudrait voir. Je ne vais pas tout dévoiler non plus. Mais oui, il y en a. Ça c'est certain. Il y en a énormément. Voilà, donc là aussi une réflexion au niveau local autour des grandes questions, questions finalement. Les journées parlementaires de Horizon auront lieu les 14, 15 et 16 septembre à Angers. On annonce Elisabeth Borne, elle vient écouter aussi. Mais Elisabeth Borne écoute, oui, elle vient, si vous voulez, on parlait de Horizon comme étant la continuité ou la rupture. C'est ni l'un ni l'autre. Elisabeth Borne vient parce que déjà elle connaît Édouard Philippe, elle a travaillé avec lui, apporté un soutien parce que là encore c'est une discussion raisonnable. Elle ne vient pas là pour donner des leçons, elle vient écouter. Néanmoins, il y a une certaine indépendance aussi vis-à-vis de cela, vis-à-vis de sa venue. Donc, il ne faut pas y voir, je pense. On peut imaginer un rapprochement, exactement, si vous me permettez le terme. Un rapprochement, non. Ils sont déjà proches, si vous voulez. Les idées diffèrent, encore une fois. Sinon, ils feraient partie de la majorité, enfin du parti présidentiel. Il ne faut pas y voir non plus adouber Édouard Philippe comme étant le successeur, non. Non.
On va se quitter là-dessus avec ces journées parlementaires d'Horizon qui auront lieu à Angers. Nous étions avec Guirec Hamon, référent des jeunes Horizon des Côtes-d'Armor, avec beaucoup d'enjeux à venir et vous reviendrez. C'était votre première radio ? La deuxième. La deuxième. Eh bien voilà, vous en êtes très bien sortis. Ça va, je vous remercie. Merci beaucoup et très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.